La parole est à notre collègue Monsieur Jacques-Bernard Magner. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale avec de très nombreux amendements, faisant passer le texte de 41 articles à 217, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, il a fait l'objet d'un examen par une commission spéciale présidée magistralement par notre collègue Jean-Claude Lenoir, avec un travail très important des deux rapporteurs, Françoise Gatel et Dominique Estrosi Sassone. Les sénateurs du groupe socialiste ont tenu à participer à l'enrichissement de ce texte en déposant des amendements en commission et surtout en essayant de rétablir certains articles, nombreux, supprimés par la majorité sénatoriale en commission spéciale. En effet, sous couvert d'une soi-disant volonté de simplification et de cohérence, les rapporteurs de la majorité sénatoriale ont utilisé sans mesure l'argument d'irrecevabilité par les articles 41 et 45. Vous ne pensiez pas que ça allait durer trop longtemps, mais... Et par conséquent, ils ont supprimé un très grand nombre d'amendements. Ainsi, je ne m'explique pas pourquoi l'amendement concernant l'utilisation des biens mal acquis, devenus propriété de l'État et utilisés à fin d'intérêt public ou social, tout comme l'amendement qui instaure une information des jeunes sur la mobilité internationale, ont pu être jugés irrecevables en référence à l'article 41. Comme beaucoup d'autres amendements que nous avons proposés à l'examen de la commission spéciale, dans l'intention de les porter au débat public en séance, ils rétablissaient des articles adoptés par l'Assemblée nationale. Il est donc incompréhensible pour nous qu'ils puissent être ainsi rejetés et privés de débat en séance. Et sur ce point de procédure, le groupe socialiste souhaite obtenir des explications des rapporteurs et du président de la commission spéciale. Au-delà de cette critique sur la forme, qui a cependant des conséquences fâcheuses sur notre débat démocratique, je souhaite rappeler ici que depuis 2012, outre la création de 60 000 postes dans le domaine de l'éducation, de nombreuses mesures ont déjà été mises en œuvre. Elles font de la jeunesse la priorité de l'action du gouvernement et du président de la République. J'en citerai quelques-unes pour vous rafraîchir la mémoire, mes chers collègues. Par exemple, le plan Priorité Jeunesse et la garantie jeunes, de beaux dispositifs que vous connaissez dans vos territoires, comme je les connais dans le mien. La création de 250 000 emplois d'avenir, ce n'est pas négligeable pour la jeunesse. La revalorisation des bourses étudiantes, vous en avez entendu parler. La montée en charge du service civique pour atteindre 53 000 missions en 2015, 110 000 en 2016 et prévoir 150 000 en 2017. Le soutien à la mobilité internationale, avec notamment la revalorisation des crédits du programme Erasmus+, la mise en place du cautionnement locatif étudiant pour favoriser l'accès au logement des étudiants. Donc, quelques-unes de ces mesures que j'ai rappelées, et il y en a d'autres. Pour suivre de manière très opérationnelle le déploiement concret de ces mesures, des comités interministériels à la jeunesse et à l'égalité et à la citoyenneté ont été installés sous votre autorité, monsieur le ministre. Ainsi, l'engagement citoyen est au cœur du quinquennat de François Hollande, à travers la priorité et les moyens donnés au développement de la citoyenneté. Mais oui, monsieur Dallier, cet objectif politique a trouvé une acuité et revêtu un caractère d'urgence depuis l'année dernière, en réaction aux attentats de janvier 2015 et à la réactivation sous un jour nouveau de fractures anciennes de notre société. Le gouvernement a fait de la réaffirmation et du rassemblement autour des valeurs de la République un objectif impérieux, au sein d'un plan d'ensemble qu'on peut intituler « La République en actes », concrétisé lors du premier comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté au printemps 2015. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, ce que souhaitent les jeunes aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des actes. 60 mesures concrètes d'intervention ou d'expérimentation ont été mises en œuvre sur tout le territoire, dans un double objectif. D'abord, la citoyenneté, la lutte contre les inégalités et les discriminations. Certaines de ces actions nécessitent une adaptation ou une prolongation législative. Ce texte, aujourd'hui, devant nous, est le complément nécessaire et pragmatique de l'action de l'État.
Avec ce projet de loi, il s'agit donc d'aller plus loin dans la culture de l'engagement, au service de l'intérêt général, de la société dans son ensemble, et prioritairement de la jeunesse, en créant les conditions d'un parcours citoyen généralisé depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. La consécration en serait l'engagement en service civique, puis dans la réserve civique, ce parcours matérialisé par un livret citoyen remis à tous les jeunes dès 16 ans, ce qui nous paraît d'ailleurs tardif. Pourquoi ne pas le remettre dès le cours préparatoire, afin que toutes les démarches citoyennes puissent effectivement y être consignées à l'école, au collège, au lycée? Le parcours citoyen généralisé pose en outre la question de la valorisation de l'engagement dans le second degré. Pourquoi celui-ci serait-il réservé aux études supérieures, qui ne concernent pas toute une classe d'âge? La mesure phare de ce projet de loi en matière de citoyenneté est de créer les conditions d'un service civique universel, un dispositif sur lequel, je l'espère, ici, dans notre Assemblée, un large consensus existe. Mais on ne peut parler d'engagement sans évoquer notre tissu associatif. 16 millions de bénévoles dans 1 300 000 associations qui emploient 2 millions de personnes, soit 10% de l'emploi privé, et qui concerne 23 millions, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, de personnes inscrites dans ces associations. L'association est un creuset de l'engagement. C'est pourquoi nous sommes très attachés au rétablissement du congé de responsabilité associative, mesure attendue par le secteur associatif, sur lequel travaille le Haut Conseil de la vie associative depuis plusieurs années et que la majorité sénatoriale a supprimé en commission spéciale. À ce sujet, nous ne pensons pas que les services de Bercy doivent garder le monopole de la définition de l'intérêt général d'une association. Même si cette reconnaissance a des conséquences fiscales, il faut sortir l'intérêt général de son sens strictement fiscal. Tout comme nous croyons à la pédagogie active, partir du faire pour maîtriser les concepts. Nous croyons à la citoyenneté active, s'impliquer dans un projet pour se sentir citoyen et développer des attitudes civiques. En parallèle des 300 heures d'enseignement moral et civique sur l'ensemble de la scolarité, développons donc au sein de l'école le débat démocratique, les projets citoyens, le tutorat par les pairs pour plus de fraternité et plus de solidarité. Allons jusqu'au bout de cette démarche de citoyenneté active en reconnaissant la prémajorité associative. Faisons confiance aux jeunes en leur permettant de construire de vrais projets associatifs en autonomie, en autogestion, oserais-je dire. Le réseau national des juniors associations accompagne ainsi 1 millier d'associations de fait créées et gérées par des mineurs. Oui, les mineurs sont présidents d'associations et ça ne crée pas de problème. Oui, ils gèrent des budgets sans difficulté majeure. Alors, ne soyons ni frileux ni méfiants. Le cadre formel d'une association est bien plus protecteur pour les mineurs que des pratiques informelles en dehors de tout cadre. Nous vous proposerons donc de rétablir l'article 15 ter sur la prémajorité associative et, dans le même esprit, l'article 15 sur l'extension du droit de publication des mineurs. Et nous nous inscrivons en faux contre l'analyse de Mme Gatel, le rapporteur, selon laquelle reconnaître de nouveaux droits aux mineurs de 16 ans constituerait une remise en cause de la majorité à 18 ans, car il existe déjà de nombreuses dispositions de sous- ou sur-majorité. Dans le titre 2, sur le volet mixité sociale dans l'habitat, les divergences au sein de notre Assemblée sont là aussi édifiantes. Le projet de loi avait pour ambition de mettre en place de nouveaux dispositifs pour une meilleure répartition territoriale des attributions des logements. En effet, les chiffres montrent une augmentation constante des ménages à faible revenu dans les quartiers qui en comportent déjà une proportion très importante. Réserver un quart des logements sociaux aux ménages les plus pauvres, hors des quartiers politiques de la ville, est donc une mesure qui a le mérite de mettre en œuvre autrement la mixité, avec des résultats rapidement évaluables. Le texte proposait également de poser les bases d'une réflexion intercommunale des attributions pour éviter les situations de blocage. Il donnait en l'état des moyens forts et concrets pour que les objectifs de mixité soient respectés. Après le passage en commission spéciale, cette ambition a perdu toute son efficacité. Les exigences de mixité relèveraient non plus de la loi, mais de contrats de moyens et d'objectifs signés localement. Même traitement pour la loi SRU. Le projet de loi, répondant à une demande forte exprimée par les élus, proposait un recentrage du dispositif SRU sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée
et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou, en tout cas, bien desservis par les transports en commun. Autre réponse apportée par le Gouvernement. Toutes les communes nouvellement entrantes dans le dispositif SRU seront exonérées de prélèvement SRU pendant 3 ans. En contrepartie de ces ajustements, le Gouvernement attend une contribution rigoureuse à l'effort de construction de logements sociaux sur les territoires où les besoins en logements sociaux existent. Bien loin de cette volonté, en commission, la majorité sénatoriale a vidé le dispositif SRU de son objectif essentiel, la construction de logements locatifs sociaux sur tous les territoires. Mes chers collègues, est-ce vraiment le moment de baisser la pression sur la construction de logements sociaux ? Pire encore, la commission spéciale a supprimé tout financement public pour la construction de nouveaux logements sociaux pour les communes qui en ont déjà 50% sur leur territoire. Cette mesure fait écho à celle prise au printemps par la région Île-de-France de mettre un terme au financement de logements très sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 30%. Mais, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, quelles sont vos propositions pour que les communes déficitaires se mettent enfin à construire des logements sociaux ? Bien au contraire, vos propositions de retrait vont pénaliser des communes très engagées dans la construction de logements sociaux. Des programmes de construction vont être retardés, voire bloqués. Nous constatons d'ailleurs qu'elles ne font pas l'unanimité dans vos rangs. Sans surprise, le groupe socialiste et républicain proposera de revenir à l'esprit du texte du Gouvernement sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Avant de conclure, je voudrais aborder 2 points essentiels. L'illettrisme, dont il est question à l'article 35, et qui nécessite une prise en charge particulière et adaptée. L'illettrisme ne relève pas seulement d'une question linguistique, mais aussi d'une non-maîtrise des compétences de base, en lecture, en calcul notamment. Actuellement, les actions de lutte contre l'illettrisme sont coordonnées avec succès par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Parmi les mesures de cette République en acte figure la création d'une agence de la langue française dont la mission de préfiguration a été confiée à M. Thierry Lepant. Les inquiétudes sont grandes, Monsieur le ministre, à voir la question très spécifique de l'illettrisme diluée dans un organisme aux compétences certes élargies, mais fragilisant éventuellement l'existence de la NLCI. Qu'en est-il dans le rapport de M. Lepant qu'il devait remettre le 30 septembre dernier, et quel sera l'avenir de la NLCI? Pourrez-vous nous en faire part? Enfin, au sujet de l'IVG qui a été évoqué tout à l'heure par Mme la rapporteure, la majorité sénatoriale utilise des arguties juridiques pour refuser un débat sur le délit d'entrave numérique à l'IVG, comme si elle voulait éviter de réitérer l'épisode de l'article 17 bis de la loi Santé sur la suppression du délai de rétractation de 7 jours en matière d'IVG. Nous savons tous que les femmes en détresse peuvent être manipulées par des groupuscules anti-avortement. Mais la majorité préfère fermer les yeux en se drapant dans une rigueur législative toute sélective, Madame la rapporteure. Pour notre part, nous souhaitons défendre ce droit fondamental des femmes aujourd'hui menacé, et combien on le voit, y compris en Europe. Mes chers collègues, les mesures phares de ce projet de loi en matière de citoyenneté modèleront durablement notre société, si tant est qu'elles s'inscrivent dans une volonté politique durable. Durant le débat à venir, les sénatrices et les sénateurs socialistes n'auront de cesse de défendre les valeurs fortes portées par ce projet de loi au nom de l'égalité et de la citoyenneté, solides piliers de notre République. Je vous remercie.